Ce que je peux te donner comme exemple, c'est en effet, tu vois, en grand groupe, ils vont beaucoup avoir ce côté où on a une super idée, on a le budget parce que on a les moyens vu qu'on est un grand groupe. Malheureusement, tout de suite, ils vont vouloir partir sur un peu la grosse machine. Donc, comment tu fais pour avoir le bon niveau d'information? Tu dois savoir où on en est, tu dois savoir, t'as un peu la vision, c'est toi qui l'as en tête, donc il faut que tu arrives à l'insuffler à toute l'équipe. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent du produit. Pour cette seconde édition, j'ai eu le plaisir d'échanger avec 24 nouveaux passionnés que vous découvrirez jour après jour. Et aujourd'hui, je suis avec Cyrielle, qui est PM chez Digilytics. Salut Cyrielle, comment ça va? Salut Marceline, écoute, ça va très bien, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, alors écoute, moi c'est Cyrielle, je suis actuellement Product Manager chez Digilytics. Digilytics, c'est une agence de conseil spécialisée en product management, en product design et en growth marketing. Auparavant, j'ai travaillé en tant que chef de produit pour la marque de biscuits diététiques Gerblé, donc j'intervenais plus sur des produits physiques. Puis après, j'ai évolué dans le milieu de la publicité en tant que responsable de campagne d'acquisition marketing pour différentes régies. Quelles étaient les différences en fait entre ton métier de chef de produit pour un produit physique par rapport à aujourd'hui? Forcément, ce qui va différencier... forcément, ce qui va varier, ça va être un produit physique. Tu vas avoir un début où tu vas réfléchir à la recette, tu vas travailler avec les équipes recherche et développement, avec les équipes business, mais ce produit, tu vas à un moment finir par le développer et il aura un peu une date de fin, une date de mise sur le marché, contrairement à un produit digital dans lequel tu vas sans cesse continuer à l'améliorer. Parfois, tu vas aussi travailler sur un produit qui est en cours de réalisation et qui, en fait, un produit déjà, il a jamais vraiment fini d'évoluer parce qu'il va évoluer avec son marché, avec ses utilisateurs. Donc, je dirais que c'est ça la différence principale. Moi, c'est pour ça que quand j'ai commencé à travailler plus dans le milieu de la publicité, que j'ai connu, en fait, il y avait des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé qui avaient du coup des postes de product manager, product designer, product owner, et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser et je me suis dit, ah oui, en fait, on parle de produit même pour un produit digital, et ça a été là où j'ai commencé à faire mon cheminement qui m'a fait arriver au poste de product manager actuel. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que Digilytics et qu'est-ce que tu fais comme mission aujourd'hui? Alors, Digilytics, c'est une agence de conseil en product management, product design, growth marketing qui a été fondée en 2015 et qui va s'adresser, ça peut être aux startups, scale-up, également aux grands groupes, en fait, on va les accompagner dans leur transformation digitale, dans leurs besoins stratégiques, opérationnels. Donc, c'est vraiment du conseil et on va avoir du coup ces trois expertises majeures. Et si je peux te parler peut-être plus en détail de l'équipe produit chez Digi, ça va être, on va, tu vois, intervenir sur différents types de missions. On va intervenir, par exemple, plus sur on pourrait appeler product stratégiste, tu vois, on va aider le client à essayer d'avoir une vision produit, on va essayer avec lui de clarifier sa problématique, ce qu'il a en tête. Et nous, notre rôle, ça va être de définir avec lui le périmètre d'intervention, comment on va concevoir, donc réaliser un prototypage, et puis on va tester. Et ensuite, quand nos tests seront concluants, là, on pourra passer un peu à une étape de product delivery où on va concrétiser en déployant le produit et en travaillant avec les équipes techniques pour livrer la solution. On va accompagner le client et autant on va aussi produire et les aider à avancer pour les familiariser, tu vois, avec les différents process produits. Aujourd'hui, tu es chez quel client? Actuellement, je suis chez Randstad. Randstad, c'est une entreprise spécialisée dans le recrutement. Ils ont des agences partout en France et même partout dans le monde. Donc en fait, ils vont aider des gros clients à trouver leurs pépites, leurs talents, les talents les plus chouettes sur le marché. Donc ça peut être vraiment sur tout type d'emploi. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu fais chez Randstad? Quelle est ta mission principale? Ma mission principale chez eux, c'est de déployer pour l'équipe marketing de l'entreprise une solution à destination de l'équipe. Donc c'est plus une solution, donc un produit à destination des utilisateurs en interne. Donc c'est
une solution applicative pour que l'équipe marketing puisse suivre les performances de leur campagne marketing plus efficacement. Donc là, on va essayer d'optimiser les dépenses marketing. C'est un outil qu'on est en train de développer chez eux. Est-ce que quand tu es entré chez Randstad, il y avait déjà des process produits mis en place? Alors, si tu veux, chez Randstad, j'ai déjà des collègues qui travaillent déjà avec Randstad depuis plusieurs années. Dans Randstad, ils ont déjà l'habitude, en tout cas certaines équipes, de travailler avec certains process produits. Mais là, si tu veux, lors de mon intervention, c'était en fait un tout nouveau projet et j'ai travaillé avec une nouvelle équipe. Donc finalement, on est reparti un peu de zéro. Et finalement, c'est aussi une équipe qui ne nous connaît pas. Donc oui, on a commencé à insuffler des méthodologies produits, des nouvelles méthodologies avec eux. Si tu veux, en fait, certaines personnes, par exemple, ou certaines personnes de l'équipe technique, elles avaient déjà travaillé en agilité, mais parfois, ils sont un peu sceptiques, ils voient pas forcément toujours l'intérêt de travailler de façon agile. Et c'est à nous un peu de les accompagner dans cette transition et de leur montrer, en fait, par A plus B, la valeur que ça peut amener à toute l'équipe et à tout le projet en entier. T'as mis en place quelle routine, justement, pour faire accepter à toute l'équipe l'agilité? Tu vois, je reformulerai peut-être en comment j'ai fluidifié un petit peu la communication qu'on pouvait avoir lorsqu'on allait tous travailler ensemble. C'est plus ça, en fait, c'est qui n'est pas en... Parce qu'en fait, dans les grands groupes, t'as beaucoup, tu vois, c'est un peu les cloisonnés entre les équipes. Tu vas avoir l'équipe business et métier. Donc là, en l'occurrence, l'équipe marketing qui va avoir son idée. Et après, c'est un peu, tu vois, on donne l'idée à l'équipe technique et c'est eux après qui font et un peu ils se débrouillent. Là, c'était vraiment d'essayer de fluidifier la communication entre ces deux équipes et d'être le lien en fait entre eux et d'essayer en fait c'était plus du coup de fluidifier cette communication qu'on a essayé de mettre en place. Donc forcément tu vois, quand on a commencé la partie cadrage du besoin, donc on a vu avec l'équipe marketing ce qu'ils voulaient exactement, qu'on a essayé tu vois de définir le périmètre qu'on allait faire un petit peu quand tu vois t'as déjà un peu ton idée de MVP. Là en fait à ce moment-là directement on a en fait travaillé avec l'équipe technique pour qu'ils aient en fait les informations au fil du projet pour que eux aussi tu vois ils puissent avoir de la vision, puissent nous donner aussi leur point d'alerte, leur point de vigilance. Donc ça a été plutôt dans la première phase. Et après, quand on s'est assuré de ce qu'on voulait faire et qu'on a dit, on a déjà une bonne idée de notre MVP, là, c'était surtout, moi, de travailler avec l'équipe technique pour que tout le monde sache où on va, parce que du coup, on a tu vois, travaillé avec d'autres personnes qui connaissaient pas forcément encore le projet. Et là, pour le coup, on a essayé, tu vois, de mettre en place des weekly avec eux pour que on ait tous une vision des décisions importantes qu'on a prises, de faire un état des lieux de qui est bloqué sur quoi, un petit peu commencer à mettre un peu des petites instances, des petits moments, tu vois, de partage où on va justement rester accessible, permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer, évoquer les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans la semaine et puis après mettre en place les sprints. Et du coup, pour terminer cette introduction, est-ce que tu as quelque chose concernant la communication que tu as appris récemment? Ce que je dirais sur la communication, c'est, tu vois, on va faire nos points avec l'équipe tech et c'est de réussir à toujours tenir au courant l'ensemble des parties prenantes et donc là, en l'occurrence, l'équipe métier marketing. Donc c'est peut-être assez basique, mais c'est toujours, tu vois, de rédiger un compte-rendu avec les décisions qu'on a prises, pour que tout le monde puisse prendre le projet en cours de route. Tu vois, si quelqu'un vient à notre weekly, en fait, comme il a eu l'ensemble des informations sur tous nos comptes rendus, il connaît en fait, il a aussi le lien de notre feuille de route. Tu vois, nous on a une feuille de route qu'on s'est mis sur Trello où on sait en fait à chacun des sprints ce qu'on va faire forcément. Et c'est hyper important, je trouve, de donner le maximum d'informations à tout le monde et que on est hyper transparent, il n'y a pas de zone d'ombre et tout le monde sait où on en est et par exemple il sait aussi pourquoi on a été en retard. Tout est rédigé quelque part. Du coup, comment tu fais pour avoir le bon niveau d'information? Non, ce que je dirais, comment je fais, j'essaie en fait de trouver une bonne balance. Tu vois, je vais essayer de mettre
justement les points essentiels de la réunion pour que l'équipe métier elle puisse avoir en un coup d'œil les éléments un peu techniques qu'on a pu voir, mais essayer en tout cas d'avoir un discours que tout le monde peut comprendre. Donc éviter justement le jargon un peu technique donc ça j'essaye vraiment dans toutes mes communications d'être claire là-dessus. Et après je pense que l'essentiel c'est de toujours se dire, c'est très simple, hein, je suis un modèle où je me mets les points qu'on a vus, les décisions importantes qu'on a prises, les points de vigilance, tu vois, les points d'alerte où justement on sait que ça, il va falloir faire attention et ça va peut-être nous mettre en retard. C'est un peu les points qu'on a identifiés. Et après, tout simplement, les étapes suivantes, ce qu'on a, un peu les next steps qu'on a souhaité, on va mettre en place pour justement continuer le projet ou alors justement essayer de réduire ces points de vigilance, ces points d'alerte. On va passer au module 2 sur la vision produit. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui? Ce que je dirais à quelqu'un qui se lance dans le produit, c'est de bien garder en tête le rôle principal du product manager, qui va être, tu vois, de travailler avec diverses équipes. Donc il y a beaucoup de... Tu vas gérer pas mal l'humain, forcément. J'entends par là que l'équipe, elle travaille pas pour toi, elle va travailler avec toi. Donc, il faut que tu comprennes énormément le travail de chacune des personnes de l'équipe ou d'interlocuteurs avec qui tu vas échanger. Et c'est d'autant plus vrai, tu vois, par exemple, dans un grand groupe où finalement, il y a plein de métiers que tu connais pas, ou même des postes dans lesquels c'est des experts, par exemple, je sais pas, un expert en finance, un expert. Donc, il faut que tu arrives un peu à te mettre en face de lui et de comprendre ses interrogations ou de comprendre un peu sa manière de travailler. Donc, il va falloir beaucoup te renseigner justement et toujours en fait être en apprentissage, tu vois, de la personne avec qui tu travailles en face. Et parfois justement c'est un peu, tu peux être beaucoup ouvert à la critique des gens, tu vois, qui vont être dans la compréhension de mais non c'est comme ça et pas autrement. Donc c'est beaucoup en fait il va y avoir beaucoup de communication, tu vois, à avoir entre les différentes équipes avec qui tu vas travailler. Donc c'est plus ce côté où je vais peut-être me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais t'as vraiment ce rôle de point de repère, tu vois, où c'est toi en fait tu dois savoir où on en est, tu dois savoir, t'as un peu la vision, c'est toi qui l'as en tête, donc il faut que tu arrives à l'insuffler à toute l'équipe et justement, c'est toi qui es en charge d'être un peu le pilote. Est-ce que dans tes précédentes expériences, tu as fait une erreur qui a changé ta façon de faire du produit? J'ai pas en tête, tu vois, une erreur vraiment à date, mais évidemment, ça ne saurait tarder. Mais si tu veux, c'est plus ce que j'ai en tête, en tout cas dans la manière dont on va travailler, c'est quand on va réaliser, tu vois, un produit, ou en tout cas qu'on va améliorer un produit existant. En fait, on va essayer de verrouiller en amont énormément chacune des étapes. Que tu vois, quand on se dit on part sur ce MVP ou sur cette première version, on a essayé, tu vois, de bien travailler avec l'ensemble des équipes en amont pour être sûr. On essaye de valider à chaque étape pour être sûr que, en effet, on est d'accord que l'objectif, c'est bien ça. En fait, on rappelle toujours les points, tu vois, avant de se lancer à 100% dans la solution. Je dis pas que l'erreur, elle est pas évitable, ça c'est impossible, mais tu vois, en fait, à chaque étape, on va essayer d'avancer. Donc, par exemple, tu vois, quand on va faire notre phase de recherche, potentiellement, ce qu'on va trouver dans la recherche utilisateur, c'est pas ce qu'on avait en tête dans notre hypothèse. Mais là, du coup, tac, c'est finalement une première erreur tu vois, d'idées qu'on avait au préalable, et finalement grâce à notre recherche utilisateur, on a réussi à changer notre idée initiale. Donc finalement l'erreur, c'est pas vraiment une erreur, c'est un peu un apprentissage qu'on a eu et on passe à la suite, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne équipe produit et qu'est-ce qui fait un bon PM? Ce que je dirais qui fait une bonne équipe produit, alors peut-être que là je me mets dans le rôle, dans le contexte d'une agence dans laquelle je travaille, c'est-à-dire que on va devoir en fait s'adapter et réussir à identifier le niveau de produit de l'équipe dans laquelle on va intervenir. Donc c'est peut-être, je dirais, de bien comprendre l'environnement dans lequel on va arriver, dans lequel on va évoluer, et de comprendre ce degré de maturité de chacune des personnes.
Ça, je pense que c'est essentiel, tu vois, pour commencer à travailler. Puis après, bah, forcément, c'est à nous de créer une équipe, tu vois, où le PM va être le chef d'orchestre, c'est-à-dire c'est lui qui va avoir le maximum de visibilité, c'est lui qui va aider toute l'équipe. Donc pour moi, le rôle essentiel du PM, ça va être ce point-là, tu vois, de donner le maximum de visibilité à son équipe pour être sûr de rien rater. On va passer à la partie 3. Quel est le rôle du PM dans les grands groupes? Pourquoi est-ce que tu as choisi de nous parler de ce sujet? Alors, comme en fait, tu vois, mon premier poste de product manager, c'est d'être product manager dans un grand groupe, je me suis dit, ça peut être un bon sujet pour le podcast, et c'est peut-être aussi un sujet qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé dans d'autres podcasts. Tu vois, j'ai essayé un petit peu d'écouter des product managers qui faisaient justement du conseil en product dans des grands groupes, et j'en ai pas eu, j'ai pas eu de ressources, donc je me dis ça peut être pour alimenter ce sujet-là. Quels ont été les freins à l'agilité dans tes expériences? Les freins, ça va être, tu vois, principalement ce que je te disais sur le silo entre équipes, c'est-à-dire vraiment chaque équipe va travailler de son côté, et un peu cette communication entre les équipes, parfois, elle est assez complexe, et justement, en fait, ça inclut un peu tout, ça inclut du retard, tu vois, dans les informations qui sont transmises. C'est compliqué, en fait, d'être réactif dans ce genre de contexte. Et c'est pour ça que parfois, c'est un peu ce qu'on a en tête quand on pense à grands groupes. On se dit, tous les processus, c'est compliqué, c'est long, c'est complexe. Tu vois, ça va ralentir quand on veut développer un produit. Donc, l'idée, c'est d'essayer un petit peu de changer ça, tu vois, quand on intervient. Mais ce que je peux te donner comme exemple, c'est en effet, tu vois, en grand groupe, ils vont beaucoup avoir ce côté où on a une super idée, on a le budget, parce que on a les moyens vu qu'on est un grand groupe. Malheureusement, tout de suite, ils vont vouloir partir sur un peu la grosse machine. Donc, on peut dire, tu vois, un peu comme l'usine à gaz, en disant, on va faire ça, 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 ça. Et c'est vrai que en travaillant en agilité, on essaye, tu vois, de montrer que en fait, c'est une super idée ce que vous avez, mais on peut commencer petit. On peut, tu vois, se dire, sur ce projet-là, on va faire uniquement, en fait, comme d'habitude, tu vois, on va essayer de réduire au maximum le périmètre, et puis on va tester, et puis on verra, en fait. Et après, si vraiment, tu vois, il y a besoin, petit à petit, on itérera et on augmentera toutes les fonctionnalités, par exemple. Et du coup, est-ce qu'un grand groupe te laisse un peu de liberté acceptable pour justement tester à petite échelle? En fait, justement, je pense que c'est un travail qui est à faire de notre côté. Et peut-être que tu as forcément, tu vois, des grands groupes qui vont être assez réticents. Mais l'idée, c'est justement de leur montrer, soit avec des cas qu'on a pu déjà réaliser dans d'autres entreprises, ou leur montrer par A plus B que ça va déjà leur coûter moins d'argent, moins de ressources humaines aussi, et qu'on peut réussir à réaliser ce qu'ils veulent sans partir sur l'usine à gaz, comme je disais. Je pense que c'est beaucoup de travail de notre côté, d'évangélisation un petit peu. Est-ce que dans tes expériences, tu as dû faire des concessions par rapport aux méthodes produits? Je dirais toujours, en fait, parce que si tu veux, quand on a les méthodes produits en tête, c'est un peu tu vois, ceux qu'on va lire dans les bouquins, dans les articles, ou alors et qui sont du coup mises en place dans des structures, tu vois, j'en sais rien, chez Spotify, où ils sont organisés de telle manière, ils vont travailler comme ça. Donc c'est un peu le must, tu vois, sur le papier, où on se dit, ah ouais, c'est génial, ils font tout parfaitement. Mais je pense qu'il y a pas vrai. En fait, les méthodes, faut les prendre tu vois, et les appliquer à ton contexte, et tu pourras pas faire exactement la méthode qui est sur le papier. Je pense que justement, faut que tu t'appropries la méthode, et que tu t'adaptes pas forcément à ton contexte, qui est là un contexte de grand groupe. Donc tout sera un peu plus, tu vois, un peu plus lent forcément, mais c'est pas grave, en fait. Tu réussis déjà, tu vois, à commencer à insuffler un peu des modifications dans leur manière de travailler, et petit à petit tu pourras faire évoluer davantage. Mais forcément, tu t'adaptes toujours. Est-ce que dans un grand groupe, il ne vaut pas mieux externaliser la partie produit et dev, justement pour avoir moins d'inertie? Souvent, dans les grands groupes, les équipes techniques, elles sont très, très, très sollicitées. Ils ont peu de bandes passantes, en fait, et
Et donc forcément, quand je sais pas, il y a une équipe qui a un projet, tout de suite, si c'est pas un projet top prioritaire, parfois ça va jamais voir le jour. Donc l'idée, c'est aussi d'amener un peu des nouvelles solutions, tu vois, qui peuvent aider certains grands groupes. Par exemple, nous, ce qu'on a pu faire, c'est d'utiliser, tu vois, le no-code pour justement ne pas être dépendant de l'équipe technique du grand groupe, mais de travailler, tu vois, avec une agence en no-code et de faire un peu un proof of concept, tu vois, et tester et voir si ça peut le faire et de travailler avec une petite équipe sur un projet et avant de tout de suite partir sur on le développe sur, tu vois, la grosse artillerie, et là on part plutôt sur un petit test sur du no-code et parfois ça fonctionne, et en fait c'est comme ça, tu vois, après que tu vas vraiment internaliser ton projet à plus grande échelle. Mais ça peut être des bonnes idées, tu vois, pour pouvoir un peu gagner du temps et gagner de l'argent également. Et vous faites appel du coup à une agence qui externalise le no-code? En fait, nous, tu vois, le grand groupe, il va faire appel à nous, il va avoir une idée, il va vouloir, tu vois, développer un produit, et c'est un besoin de l'équipe métier, mais tu vois, l'équipe technique, pour l'instant, elle a pas du tout de temps pour le faire, ça sera fait en 2025. Donc c'est l'idée de se dire, attends, déjà, on sait même pas vraiment ce qu'on veut faire, donc tu vois, on fait toute la partie cadrage, on essaie de se dire comment on pourrait prototyper, tester, et c'est vrai que le no-code, c'est une bonne solution pour se dire on peut le faire. Soit on peut le faire nous en interne, si c'est, tu vois, un petit projet peu complexe, on a des product managers qui sont aussi qui ont un peu cette casquette product builder dans l'équipe, donc ils peuvent le faire. Ou alors, si vraiment c'est un besoin un peu plus complexe, nous on fait appel, tu vois, à une agence en effet spécialisée dans le no-code, qui va nous accompagner et qui va forcément coûter moins d'argent que si on était passé en interne chez le client avec l'équipe tech et qui ça aurait pris énormément. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour clôturer cette interview? Ce que je dirais pour finaliser ce podcast, c'est peut-être de continuer en tant que product manager, toujours continuer à se former. C'est un peu, tu vois, moi en ce moment, j'ai eu beaucoup... ma lubie, c'était un peu le no-code. J'ai suivi une formation pour bien, tu vois, maîtriser Bubble. Et je pense que c'est un peu ce côté où de pas hésiter à toucher un peu à tout pour en apprendre davantage. Donc, ce serait mon petit mot de la fin. Et peut-être le petit mot en plus, c'est il y a une super communauté qui s'appelle No Code for Good, pour laquelle j'ai travaillé, j'ai rencontré des gens super. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en apprendre davantage sur le no-code, à mettre votre profil sur cette plateforme, et vous allez avoir des gens qui ont des super projets à faire vivre et à créer. Et puis ça vous permettra de monter en compétence sur certains outils, et eux de faire voir au grand jour leurs projets. Donc c'est une super communauté. Et puis joyeuses fêtes à tous les auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver un résumé en vous inscrivant à la newsletter sur afternoon.pm. À demain pour un prochain épisode.